Dans les ruelles poussiéreuses d'un quartier défavorisé de Yaoundé, au Cameroun, où la pauvreté tisse sa toile invisible sur chaque foyer, vivaient deux âmes inséparables, Mia et Ruth. Ces deux jeunes filles, nées dans des familles modestes où chaque repas était une victoire contre la faim, étaient liées par un serment forgé dans l'enfance. On réussira ensemble, on sortira nos parents de cette misère, se promettait-elle en chuchotant sous les toits de tôle rouillée. Leur amitié n'était pas un simple lien. C'était une armure contre les dures réalités de la vie. À l'école, elles partageaient le même banc usé, le même crayon émoussé, et souvent, le même bol de riz fade. Les voisins les surnommaient les jumelles du destin, car où que l'une aille, l'autre suivait comme une ombre fidèle. Mia, avec ses yeux vifs et son sourire résilient, était l'optimiste du duo. Elle rêvait d'études supérieures, d'un diplôme qui ouvrirait les portes d'un avenir radieux. Ruth, plus réservée, aux cheveux tressés serrés et au regard profond, partageait ce feu intérieur. Ensemble, elles révisaient tard le soir à la lueur d'une lampe à pétrole vacillante, ignorant les cris des enfants affamés et les soupirs des parents épuisés. Leur objectif ? Le baccalauréat, ce sésame tant convoité qui, pour elles, n'était pas qu'un papier. C'était la clé d'une vie meilleure, loin des marchés bondés où leurs mères vendèrent des fruits défraîchis pour quelques pièces. Le jour des résultats arriva comme un orage attendu. L'air était chargé d'une tension palpable, le quartier entier retenait son souffle. Dès l'aube, une foule se massa devant les grilles de l'école, un mélange de parents anxieux et d'élèves au bord de la nausée. Les murmures circulaient comme un vent mauvais. Quand deux amis passent le bac ensemble, l'une triomphe, l'autre sombre. Mia sentit son cœur cogner contre sa poitrine, ses mains moites tremblant légèrement. Ruth, à ses côtés, serrait les lèvres pour masquer sa peur. Lorsque les listes furent enfin affichées, ce fut le chaos. Cris de joie, sanglots déchirants, des jeunes s'effondrant au sol, le visage enfoui dans les mains. Mia s'approcha du tableau, son doigt glissant frénétiquement sur les noms. Soudain, elle s'arrêta. Son nom était là, en lettres noires sur fond blanc. Un cri primal jaillit de sa gorge. « J'ai réussi! J'ai réussi !» Elle sauta, les larmes coulant librement, les bras levés vers le ciel en un remerciement fervent. « Merci, mon Dieu. » Mais l'euphorie fut de courte durée. Son regard se tourna vers Ruth, toujours figée devant la liste, relisant inlassablement. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Puis, Ruth posa une main sur sa bouche, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Mon nom, il est là! J'ai réussi aussi. » Les deux amies se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, un tourbillon de rires et de pleurs. « On l'a fait, toutes les deux. » Le quartier explosa en une fête improvisée. Les mères lancèrent du foufou en l'air, les pères saupoudrèrent de la poudre blanche, en signe de bénédiction. Des applaudissements retentirent, des chants s'élevèrent. « Ces filles iront loin !» clamait-on. Mia et Ruth se sentaient invincibles, comme si le monde s'ouvrait enfin à elles. Ce jour-là marqua non seulement leur triomphe, mais aussi le début d'une fracture invisible. Car derrière cette joie collective, le destin ourdissait déjà ses fils sombres. Quelques jours après l'euphorie du bac, l'ambiance chez Ruth changea. Ses parents la firent asseoir dans le salon exigu, leur visage grave trahissant une nouvelle d'importance. Son père, un homme usé par des années de petits boulots, prit la parole d'une voix solennelle. « Ta tante Patricia, celle qui a réussi à l'étranger, veut t'envoyer étudier à Dubaï. » Ruth cligna des yeux, stupéfaite. « Dubaï, moi ?» « Oui, ma fille. Là-bas, tout est possible. Des universités modernes, une vie sans galère. » « Mia, assieds-toi. Dans 2 semaines, je pars pour Dubaï. » Mia, figée un instant, força un sourire. « C'est incroyable, je suis si heureuse pour toi. » Elles s'étreignirent, mais en se détachant, Mia sentit une pointe au cœur. Ce n'était pas de la jalousie, pas encore, juste le pressentiment d'un vide imminent. Les jours suivants filèrent comme du sable entre les doigts. Le départ de Ruth fut un événement. Le quartier entier l'accompagna à l'aéroport, prodiguant conseils et bénédictions. « N'oublie pas tes racines !» Mia agita la main jusqu'à ce que la voiture disparaisse, puis rentra seule, pour la première fois. Chez Mia, la réalité reprit vite ses droits. Un soir, elle aborda ses parents. « Vous aviez promis qu'après le bac, j'irais en France.
Un silence pesant s'installa. Sa mère soupira. « Ma chérie, les temps sont durs. » Son père baissa les yeux. « Ça coûte cher, on verra plus tard. » Mia comprit. Pas de France, pas d'échappatoire. Elle s'inscrivit à l'université publique locale, un lieu surpeuplé où les rêves s'étouffaient dans la chaleur étouffante et les salles bondées. Chaque matin, levée à l'aube pour une place assise, elle luttait contre la fatigue et le découragement. Pendant ce temps, Ruth envoyait des photos de Dubaï, tours étincelantes, salles climatisées, un monde à des années-lumière de leur quartier. Au fil des semaines, les messages de Ruth se raréfièrent. Mia, assise sur son lit étroit, fixait son téléphone en vain. Une douleur sourde s'installa. Pourquoi la chance frappait-elle toujours les mêmes portes? Sans le savoir, Mia posait les bases d'une question qui l'amènerait vers un gouffre insoupçonné. S'abonner à la chaîne Roosevelt des contes africains et laisser un like et le nom de votre pays en commentaire. Ce soir-là, dans la villa somptueuse de Dubaï, où les lumières tamisées masquaient les ombres les plus sombres, Mia se préparait à affronter ce qu'elle croyait être le début de son ascension. Elle avait passé la journée dans un tourbillon de luxe artificiel. Shopping effréné dans des boutiques aux vitrines étincelantes, repas exquis dans des restaurants où les saveurs exotiques masquaient l'amertume naissante, et même un survol en hélicoptère qui lui avait offert une vue vertigineuse sur la ville des mirages. Ruth, son guide dans ce nouveau monde, souriait mécaniquement, mais Mia remarquait les fissures, un regard fuyant, un soupir étouffé, un silence qui en disait long. « Ruth, tu sembles distante, comme si quelque chose te rongeait », osa-t-elle enfin, alors qu'elle rentrait à la villa. Ruth balaya la question d'un geste. « C'est la fatigue du luxe, rien de plus. Tu t'y habitueras. » À peine installée dans sa chambre opulente, aux draps de soie et au miroir orné, Mia fut convoquée au salon par une des femmes de la maison. « Tante Patricia veut te voir. » Le cœur de Mia s'emballa. Elle y voyait l'opportunité, tant attendue, de commencer à travailler, de gagner cet argent honnête qui sauverait sa famille. Elle descendit les escaliers marbrés, l'excitation mêlée à une appréhension diffuse. Patricia l'attendait, assise dans un fauteuil imposant, son allure élégante et froide comme une lame affûtée. « Assieds-toi, Mia. Ruth m'a parlé de toi. Courageuse, déterminée à aider les tiens. » Mia hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, madame. Je suis prête à tout pour un travail honnête. » Patricia marqua une pause, son regard scrutateur la transperçant. Puis, d'une voix neutre, comme si elle annonçait le menu du dîner, « Ton travail consistera à passer des nuits avec des hommes riches. Ils paieront, tu auras ta part, et moi la mienne. » Le monde de Mia s'effondra en un instant. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le silence feutré du salon. « Pardon? Ce n'est pas possible. Il y a une erreur, » balbutia-t-elle, se levant d'un bond, le cœur affolé. Patricia resta impassible. « Aucune erreur. C'est ainsi que ça fonctionne ici. » Mia sentit la nausée monter. « Je prie Dieu tous les jours. Je ne suis pas ce genre de femme. J'étais venue pour un vrai travail. » Le sourire de Patricia se fit glacial. « Ici, on ne prie pas. On rembourse ou on travaille. »« Rembourser quoi ?» s'écria Mia, paniquée. « Le billet d'avion, le visa, les vêtements, la nourriture, le logement. Tout ce que j'ai avancé pour toi. » Mia chancela, les jambes flageolantes. « Mais je n'ai pas cet argent. » Patricia se leva lentement, dominant la pièce de sa présence. « Alors, tu travailles, ou tu ne repars jamais d'ici. » Mia recula, les larmes aux yeux. « Vous n'avez pas le droit !» D'un claquement de doigts, Patricia fit entrer 2 gardes imposants. Ils saisirent son téléphone et son passeport. « À partir de maintenant, ça m'appartient. Sans ça, tu es coincé. » Mia remonta dans sa chambre en tremblant, s'effondrant sur le lit pour laisser libre cours à ses sanglots silencieux. Le rêve s'était mué en cauchemar. Plus tard dans la nuit, la porte s'entr'ouvrit. Ruth entra, les yeux rougis. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» hurla Mia, la voix brisée. « Pourquoi m'as-tu laissé venir ?» Ruth ferma la porte, les larmes coulant. « Je n'ai pas pu. Quand je suis arrivée, j'ai refusé aussi. Elle m'a tout confisqué, comme à toi. Elle surveille tout, appels, messages, un mot de travers, et c'est la punition. » Mia s'assit, anéantie. « Je croyais à un miracle. » Ruth secoua la tête. « Le luxe est une façade. Derrière, il y a la peur. Nous sommes toutes prisonnières ici. » Le lendemain matin, Mia tenta de résister, mais la réalité la rattrapa vite.
Patricia entra avec un téléphone. Tes parents appellent. Dis-leur que tout va bien. Mia hésita, mais la voix de sa mère à l'autre bout fut un baume et une torture. Ma fille, tu vas bien? Oui, maman, je travaille dur. Son père ajouta, courage, Dieu est avec toi. Elle raccrocha, le cœur serré, et le téléphone lui fut arraché. Patricia sourit. Bien, mais les débuts sont durs. Elle tendit un verre de jus. Buvons à notre entente. Mia, confuse et épuisée, but. Quelques minutes plus tard, le vertige l'envahit, sa vue se brouilla. Je ne me sens pas bien, puis le noir total. À son réveil, 3 jours plus tard, une douleur lancinante irradiait son corps. Sur la table, 3 enveloppes gonflées d'argent. Patricia entra sereine. Tu as dormi longtemps, j'ai récupéré mon investissement. Mia comprit l'horreur. Vous m'avez drogué. Et livré à des hommes. Patricia haussa les épaules. Un crime. Porte plainte si tu veux, mais j'ai des vidéos, ton quartier, ton église, tes parents. Tout le monde verra et croira que tu étais consentante. Mia hurla intérieurement, mais les mots restèrent coincés. Vous êtes un démon. Non, une femme d'affaires. Mia fut enfermée, privée de nourriture et d'eau pour briser sa résistance. Au bord de l'inconscience, Ruth vint en secret. Accepte, Mia, pour survivre, on fuira plus tard. Brisée, Mia céda. On la nourrit et le cycle infernal commença. Elle envoya l'argent à ses parents qui la bénirent sans savoir. Au quartier, on célébrait sa réussite. Mais Mia, derrière les sourires forcés, mourait un peu plus chaque jour. S'abonner à la chaîne Roosevelt des Contes africains et laisser un like et le nom de votre pays en commentaire. Les jours suivants plongèrent Mia dans un véritable enfer doré. Chaque soir, Patricia lui donnait une adresse différente. Un hôtel 7 étoiles, un appartement luxueux sur Palm Jumeirah ou une villa privée. On la maquillait comme une poupée, on lui enfilait des robes coûteuses qui lui donnaient l'impression d'être une étrangère dans son propre corps. Mais derrière ce vernis de glamour, Mia était morte à l'intérieur. La première nuit fut la plus cruelle. Assise au bord du lit d'immense, elle pleura toutes les larmes de son corps devant l'homme riche qui la regardait avec indifférence. « Je ne suis pas ici par choix, on me force !» murmura-t-elle d'une voix brisée. Certains hommes, rares, avaient en pitié et se contentèrent de faire semblant. Mais la plupart ne voyaient en elle qu'un objet de plaisir. À chaque retour à la villa, Mia se sentait un peu plus vide, comme si on lui arrachait son âme, morceau par morceau. Pourtant, elle continuait d'envoyer l'argent. Chaque enveloppe remplie représentait une nuit de cauchemar. Dès qu'elle recevait sa part, elle faisait des transferts massifs vers le Cameroun. Ses parents, fous de joie, l'appelaient régulièrement. « Ma fille, Dieu t'a bénie. Grâce à toi, nous avons pu payer le loyer en retard et manger correctement. » Son père ajoutait fièrement « Tout le quartier parle de toi. Ils disent pour que tu es devenue une grande dame à Dubaï. » Chaque compliment était comme un couteau planté dans son cœur. Plus sa famille célébrait sa réussite, plus Mia se sentait sale et coupable. Le quartier organisait même des petits rassemblements pour remercier Dieu pour la grâce de Mia. Personne ne pouvait imaginer que cet argent était taché de sang, de larmes et de dignité perdue. Avec le temps, Mia apprit à porter un masque. Sur Instagram et TikTok, elle postait des photos souriantes, au bord de piscines infinies, dans des voitures de luxe, devant les plus beaux gratte-ciel du monde. Ses followers augmentaient rapidement. Les jeunes filles du quartier la prenaient en exemple. « Regardez Mia, elle a réussi. Si elle a pu le faire, nous aussi. » Mais la nuit, une fois seule dans sa chambre, elle s'effondrait. Elle tombait à genoux et priait jusqu'à perdre la voix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ce silence ?» Une nuit particulièrement sombre, après une soirée particulièrement humiliante, Mia s'endormit en pleurant. C'est alors qu'elle fit un rêve étrange et puissant. Elle se retrouva dans un immense jardin lumineux, rempli d'une paix indescriptible. Un homme élégant, au regard doux et rassurant, s'approcha d'elle. « Bonjour Mia, je m'appelle Fabrice. »« Qui êtes-vous » demanda-t-elle, confuse. « Je suis là pour mettre fin à tout cela. Ta souffrance n'est pas vaine. »« Demain, Patricia va t'envoyer dans un hôtel. Je t'y attendrai. J'ai une mission pour toi. Fais-moi confiance. » Mia se réveilla en sursaut, le cœur battant à toute vitesse, le corps couvert de sueur. Était-ce un simple rêve?
ou un signe divin. Le lendemain soir, comme si le destin s'était aligné, Patricia lui donna une nouvelle adresse. « Prépare-toi bien. Ce client est très important. Ne le déçois pas. » Lorsque Mia entra dans la suite luxueuse de l'hôtel, son sang se glaça. L'homme qui l'attendait était exactement le même que celui de son rêve, Fabrice. Il la regarda avec surprise. « Comment connais-tu mon nom ?» demanda-t-il, méfiant. Mia répondit d'une voix tremblante mais déterminée. « Je vous ai vu en rêve. Vous êtes venu pour nous sauver, n'est-ce pas ?» Fabrice resta silencieux plusieurs secondes, stupéfait. Il comprit alors que il se passait quelque chose de bien plus grand que une simple opération policière. « Assieds-toi, Mia. Je ne suis pas un client. Je travaille pour une unité spéciale qui traque les réseaux de traite humaine. J'ai besoin de preuves solides contre Patricia et son organisation. Es-tu prête à m'aider ?» Pour la première fois depuis son arrivée à Dubaï, une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Mia. « Dites-moi ce que je dois faire. » Fabrice lui tendit un petit sac discret contenant de minuscules caméras et des micros ultra performants. « Tu dois les installer dans la villa sans te faire prendre. Le salon, la chambre de Patricia, le couloir. C'est très dangereux. Si on te découvre, tu risques ta vie. » Mia prit le sac, les mains tremblantes, mais la détermination farouche. « Je le ferai. Je préfère mourir en me battant que continuer à vivre comme ça. » Ce soir-là, Mia rentra à la villa avec une mission secrète. Elle savait que le risque était immense, mais elle savait aussi qu'elle n'avait plus rien à perdre. La nuit enveloppait la villa comme un manteau de secret, tandis que Mia et Ruth, unies par un espoir fragile, mettaient leur plan en marche. Le sac de Fabrice pesait lourd dans les mains de Mia, rempli de minuscules caméras et micros qui pourraient bien être leur salut, ou leur condamnation. « On doit être invisible », murmura Mia à Ruth dans l'obscurité de la chambre. Ruth, les yeux brillants d'une détermination nouvelle, hocha la tête. « Je m'occupe de la chambre de Patricia. Elle me fait confiance pour ranger ses affaires. Toi, prends le salon et les couloirs. » Leur alliance, forgée dans la souffrance partagée, se transformait en une arme silencieuse contre l'empire de Patricia. Le cœur battant, Ruth attendit le moment propice. Patricia, après une soirée animée, s'était retirée tôt, laissant sa chambre accessible sous prétexte d'un rangement rapide. Ruth entra, feignant la routine, pliait des vêtements, époussetait la coiffeuse. Ses doigts tremblants cachèrent un micro sous le tiroir, une caméra miniature près du miroir, orientée vers le lit et le bureau où Patricia gérait ses affaires. Chaque seconde semblait une éternité. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Mais elle continua, le souffle court, plaçant un dernier dispositif derrière un cadre photo. En sortant, elle croisa un garde qui la dévisagea. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, juste du nettoyage », répondit-elle d'une voix neutre, le cœur en feu. Mia, de son côté, opéra dans l'ombre du salon. Tandis que les autres femmes somnolaient ou fixaient leur téléphone, elle glissa un micro sous un coussin du canapé, une caméra dans un vase décoratif dominant la pièce. Le couloir principal, passage obligé pour les allées et venues, reçut un dispositif discret derrière une plante artificielle. À chaque installation, elle priait intérieurement. « Seigneur, protège-nous. » Un faux pas, et tout s'effondrerait. Une fois, une des femmes leva les yeux. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Mia improvisa. « Je cherche mon collier perdu. » L'autre haussa les épaules, indifférente. Les jours suivants furent un exercice de patience et de duplicité. Mia et Ruth continuaient leur routine infernale. Sourires forcés sur les réseaux sociaux, nuits livrées à des inconnus, enveloppes d'argent tachées de honte. Mais désormais, chaque conversation de Patricia était captée, chaque réunion avec ses complices enregistrée. Fabrice, contacté discrètement lors d'une sortie autorisée, confirmait. Les preuves s'accumulent, des appels à des clients influents, des transferts d'argent illégaux, des menaces voilées. Continuez, mais soyez prudente. Mia, épuisée, envoyait toujours des fonds à sa famille, qui ignorait tout. « Ma fille, tu es notre ange », disait sa mère au téléphone, sous surveillance. Ces mots, autrefois un baume, étaient maintenant un poison. La tension monta d'un cran quand Patricia devint paranoïaque. « Quelqu'un fouille dans mes affaires ?» lança-t-elle un soir au salon, scrutant les femmes une à une. Ruth sentit son sang se glacer, mais garda un visage impassible. « Peut-être un garde distrait », suggéra-t-elle.
Patricia grogna mais n'insista pas. Une nuit, lors d'une mission avec un client, Mia faillit craquer. L'homme, un businessman arrogant, la traita comme un objet. En rentrant, elle s'effondra chez Ruth. « Je ne tiendrai plus longtemps. » Ruth la serra. « Pense aux autres. Si on tombe Patricia, on libère des dizaines de filles comme nous. » Fabrice révéla plus sur l'organisation. Un réseau tentaculaire reliant Dubaï à l'Afrique, piégeant des jeunes vulnérables avec des promesses de études ou emploi. Patricia n'est qu'un maillon. On vise le sommet. Mia, inspirée par son rêve, se sentait investie d'une mission divine. Elle priait plus ardemment, trouvant force dans la foi. « Dieu a un plan », se répétait-elle, même quand les nuits la brisaient. Enfin, après des semaines de collecte, Fabrice annonça « C'est suffisant, l'opération démarre demain. » Cette nuit-là, Mia et Ruth veillèrent, chuchotant des prières communes. L'aube apporterait-elle la liberté ou la faim? Le sort en était jeté. S'abonner à la chaîne Roosevelt des contes africains et laissez un like et le nom de votre pays en commentaire. L'aube se leva sur Dubaï comme un jugement divin, transformant la villa en une forteresse assiégée. Des sirènes hurlantes brisèrent le silence matinal et une flotte de véhicules policiers s'arrêta net devant le portail imposant. Des officiers en uniforme, armés et déterminés, descendirent en formation, leur voix amplifiée par des mégaphones. « Police! Ouvrez immédiatement !» À l'intérieur, le chaos s'installa. Les femmes, encore ensommeillées, se précipitèrent aux fenêtres, le cœur serré par un mélange de peur et d'espoir. Patricia émergea de sa chambre, le visage déformé par la fureur, hurlant des ordres aux gardes. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Appelez mon avocat !» Mia et Ruth, cachées dans l'ombre d'un couloir, échangèrent un regard complice. Les semaines de risques insensés, les nuits blanches à installer les dispositifs, tout convergeait vers ce moment. Fabrice avait tenu parole. Les preuves accumulées, conversations enregistrées, transactions illicites, menaces proférées, avaient convaincu les autorités. Un officier en chef s'avança, mandat en main. « Patricia Taku, vous êtes en état d'arrestation pour traite d'êtres humains, exploitation sexuelle et blanchiment d'argent. » Les menottes claquèrent sur ses poignets, et pour la première fois, la femme d'affaires impitoyable perdit son aplomb. Elle cracha des insultes, promit vengeance, mais les policiers l'embarquèrent sans ménagement, sous les yeux ébahis des captives. La villa fut fouillée de fond en comble. Les gardes, complices, furent arrêtés sur le champ. Mia et Ruth, tremblantes, furent emmenées pour interrogatoire, mais non comme suspectes, comme victimes. Fabrice les rejoignit discrètement. « Vous avez été courageuse. Les enregistrements ont tout capturé. Les recrutements frauduleux, les confiscations de passeports, les paiements aux clients influents. » Des dizaines de femmes, piégées dans le réseau, furent libérées ce jour-là. L'organisation de Patricia, un empire tentaculaire reliant l'Afrique aux Émirats, s'effondra comme un château de cartes. Des complices fuyèrent, mais beaucoup tombèrent. Recruteurs au Cameroun, intermédiaires financiers, clients haut placés. Le procès fut un spectacle médiatisé, un choc pour le monde. Patricia, défendue par un avocat chevronné, nia tout. « C'étaient des employées consentantes !» clamait-elle. Mais les preuves étaient accablantes. Les vidéos montraient ses ordres cruels, les micros capturaient ses aveux voilés. Mia et Ruth témoignèrent, la voix ferme malgré les larmes. Nous étions promises à des études, pas à l'esclavage. D'autres victimes se joignirent, brisant le silence. La cour reconnut leur statut, non coupable, mais survivante. Patricia fut condamnée à une longue peine, son réseau démantelé. En réparation, la justice ordonna des dédommagements. 150 millions de francs CFA pour chacune des victimes, saisies sur les biens illicites de Patricia. 4 ans après le cauchemar, Mia et Ruth prirent enfin l'avion du retour. À l'aéroport de Yaoundé, une foule les attendait. Parents en larmes, voisins en liesse, le quartier entier vibrant d'émotion. Les mères embrassèrent leurs filles, les pères levèrent les bras au ciel. Dieu a vaincu le mal. Mia, serrant sa mère, murmura « C'est fini, maman, on est libre ». Ruth, entourée des siens, pleurait de joie. Leur retour fut une célébration, chants, danses, prières collectives. Mais elles n'étaient plus les mêmes, marquées, mais plus fortes. Devant une assemblée de jeunes et de parents, Mia et Ruth prirent la parole. « Priez sans cesse, dit Mia, et méfiez-vous des mirages du luxe. » Ruth ajouta « La souffrance n'est jamais vaine quand Dieu guide vos pas.
notre calvaire a sauvé d'autres âmes. Leur histoire devint un avertissement. Derrière les photos glamour sur les réseaux se cachent souvent des chaînes invisibles. L'argent facile? Un piège mortel. Mais la foi, le courage, triomphent toujours. Si cette histoire vous émeut, rappelez-vous, Mia et Ruth incarnent des milliers de voix silencieuses. Le luxe n'est pas toujours une bénédiction, parfois c'est un leurre. Mais Dieu a un plan, même dans l'obscurité. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, partagez pour inspirer et croyez, votre miracle arrive. S'abonner à la chaîne Roosevelt des contes africains et laissez un like et le nom de votre pays en commentaire.